Je vais demander tout de suite aux intervenants de la première table ronde de me rejoindre, en commençant par les dames. Abnous Chalmani, si tu veux bien me rejoindre, ainsi que Djemila Benhabib, et puis Yanis Roder, qui a déjà été cité par Jean-Michel Blanquer, et Richard Malka. Installez-vous comme vous le souhaitez, si possible, voilà, juste derrière vos pancartes, ça sera très bien, ça sera plus facile. Pendant ce temps-là, je vais vous présenter. Donc, Yanis, vous êtes professeur d'histoire-géographie, vous êtes au sein de la Fondation Jean Jaurès, directeur de l'Observatoire de l'éducation, et puis vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment autour de la Shoah. Vous êtes d'ailleurs actif au sein du mémorial de la Shoah. Et vous enseignez, avec toutes ces activités, vous continuez à enseigner. Djemila Benhabib, vous avez grandi en Algérie, vous avez vécu en France, au Québec, et désormais vous vivez en Belgique. Et vous êtes là-bas au service d'une défense de la laïcité en lien avec la communauté musulmane et les racines musulmanes. Vous nous parlerez de ce travail qui a été d'ailleurs, à travers vos écrits, récompensé par des prix de la laïcité. Donc nous sommes au cœur du sujet. Richard Malka, avocat, bien sûr, mais aussi scénariste de bande dessinée. C'est aussi comme ça que vous connaissez le grand public. Et en tant qu'avocat, engagé, bien entendu, dans ce combat à travers votre défense de la liberté d'expression et de nombreux médias, au premier rang desquels, bien entendu, Charlie Hebdo. Et puis Abnous Chalmani, qui, elle, est née à Téhéran et qui est arrivée, je crois, dans les années 80 en France, en 85, et qui s'est fait connaître, bien sûr, par ses écrits, notamment Khomeini, Saad et moi, et puis par ses interventions multiples désormais dans les médias, dans des médias qui me sont chers, comme l'Express, par exemple, I24, LCI, et puis de temps à autre aussi Franc-Tireur. Voilà. Merci à vous quatre d'être présents. On va commencer, en essayant de regagner peut-être quelques minutes vers la fin sur les intervenants suivants, par un premier tour de piste, un peu de constat, chacun dans vos univers de proximité, dans vos environnements et dans vos métiers. Je vais commencer avec vous, Yanis, parce que l'école, on l'a vu avec Jean-Michel Blanquer, est évidemment fondamentale, fondatrice. Est-ce qu'à l'école, le combat pour réinscrire la laïcité au cœur des valeurs et cet héritage républicain comme un trésor à défendre, est-ce que ce combat vous rend optimiste au sein de l'école? Si je vous lis, je pense que non. Mais on peut être vigilant et optimiste. Je suis un éternel optimiste. Donc, à partir du moment où, et Jean-Michel Blanquer l'a clairement dit, la prise de conscience a été faite, il a fallu du temps. Hein, vous savez... Je vais être rapide, hein, Christophe, mais on a écrit un premier livre en 2002 qui s'appelait « Les territoires perdus de la République ». Certains doivent s'en souvenir. L'accueil a été très froid, pour ne pas dire glacial, dans certains milieux politico-médiatiques, plutôt marqués à gauche, disons les choses très clairement. Hein. Je rappelle, moi, que je travaille aussi pour la Fondation Jean Jaurès, qui n'est pas marquée à droite. Donc je le dis d'autant plus tranquillement. Il a fallu donc... ce dont a parlé Jean-Michel Blanquer, pour qu'il y ait une vraie prise de conscience des enjeux et surtout de la situation de l'école. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé au moment de l'affaire, la terrible affaire Samuel Paty. Au moment de l'affaire Samuel Paty, c'était la veille des vacances, le jour des vacances de la Toussaint, et à la rentrée a été prévu par le ministère un moment de recueillement dans tous les établissements scolaires de France. Une sorte d'inquiétude a gagné tout le corps enseignant, qui s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, non pas face à l'horreur, mais face aux élèves. Ce qui soulignait une chose en réalité, c'est que nombre de professeurs ne se sentaient pas prêts à affronter les discours des élèves parce qu'ils avaient en mémoire quelque chose dont ils n'avaient pas nécessairement parlé. La minute de silence après Charlie Hebdo. Et, encore plus loin, la minute de silence après les attentats perpétrés par Mohamed Merah. Moi, je me souviens de ces minutes de silence, qui ont été très pénibles à organiser, très pénibles à vivre en classe, avec des élèves qui vous disaient pour Merah, et on ne fait pas de minute pour les enfants palestiniens, ou pour Charlie, c'est bien fait pour eux. Les profs le savaient. Or ils ont dit, notamment, ils ont reproché au ministre... Or, ce n'était pas lui qui avait supprimé les 2 heures de concertation, c'est le ministère de l'Intérieur pour des raisons de sécurité. Mais évidemment, taper sur le ministre de l'Éducation nationale, c'était plus facile pour les enseignants. Puis c'est une habitude, donc on ne change pas les habitudes. Donc, il fallait 2 heures, disait-il, pour nous concerter, et puis finalement, pour nous concerter, pour que nous puissions être efficaces. En 2 heures, vous pensez vraiment qu'on est efficace? En fait, le problème,
le problème. C'est que nous avons affaire aujourd'hui à une offensive qui est réelle, qui reste mesurée. Ne pensons pas qu'il y a des divisions blindées à l'entrée de chaque établissement scolaire. Mais elle reste mesurée, mais elle est là. Or, nous avons aujourd'hui, et je m'arrête là Christophe, nous avons aujourd'hui un problème de formation des enseignants. J'étais encore l'autre jour dans un établissement de Seine-Saint-Denis où on me disait les profs s'autocensurent pour ne pas avoir à affronter les élèves. Ils sont désemparés, démotivés, ou au fond d'eux-mêmes, ils sont un peu gênés, ça les arrange bien qu'on ne leur donne pas les outils? Non, je crois qu'ils ne sont pas formés à cela, tout simplement. On a pensé pendant des décennies que la laïcité et les valeurs de la République étaient une évidence pour tout le monde. Et donc, je suis passé, moi, par ce qu'on appelait les instituts universitaires de formation des maîtres, c'est-à-dire l'école, ce qu'on appelait avant l'école normale des instituteurs. Enfin, moi, je suis enseignant secondaire, mais l'école de formation des profs. On ne m'a jamais dit que j'étais fonctionnaire de la République. Jamais. On m'a dit, alors, pour faire un cours, on fait comme ça, on prend ce document-là, puis on fait ça, puis on fait ça. Que je sois fonctionnaire, on ne me l'a jamais dit. On ne m'a jamais dit ce que voulait dire laïcité. On ne m'a jamais dit ce que ça impliquait d'être fonctionnaire en termes de laïcité, mais aussi en termes de promotion du modèle républicain. Donc tout cela, en fait, a disparu. Et c'est ce qu'essaye de remettre en place Jean-Michel Blanquer. Il ne l'a pas dit, mais il a mis en place, après, il a insisté très fortement pour qu'il y ait un grand plan national de formation que nous avons mis en place, notamment avec la Direction générale d'enseignement scolaire et le Conseil des sages de la laïcité, pour 1100 formateurs qui sont formés pendant 2 ans sur les valeurs de la République, sur la laïcité, dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et contre le communautarisme, et qui vont aller rejoindre ces équipes valeurs de la République dont a parlé le ministre. Donc aujourd'hui, il y a un véritable élan donné par l'éducation nationale, l'institution éducation nationale, mais il y a un tel retard que cela va prendre des années. Abnous Chalmani, ici, du côté de l'école, on peut constater ce désarroi, ce désarmement, ce manque de formation. Ce n'est pas le cas au niveau des élites. On a depuis des décennies maintenant des ouvrages, des écrits, des études, des chiffres, des statistiques, etc. Est-ce que du coup, vous êtes-vous plus optimiste sur le fait que la société du haut, si j'ose dire, que les élites globalement sont sensibilisées à ce problème et sont maintenant conscientes qu'il faut défendre l'héritage républicain? Je suis aussi une indécrottable optimiste, mais non, en fait, c'est ça le malheur, le grand paradoxe, c'est que c'est vrai que depuis la révolution islamique d'Iran de 79, on a une littérature de qualité pour décrypter les phénomènes islamistes, que ce soit d'ailleurs dans les pays issus des pays arabo-musulmans ou des pays européens, que c'est pensé, qu'on sait d'où ça vient, qu'on a écrit sur les frères musulmans énormément, la naissance des frères musulmans, sur Hassan al-Banna, sur Sayed Qutb, comment la révolution iranienne s'est articulée, comment elle a bénéficié du soutien de la gauche, en l'occurrence du Parti communiste iranien Today. C'est quand même surprenant, et c'est pour moi le grand paradoxe, d'avoir une telle littérature, d'avoir tellement de savoir à portée de main, et d'en être encore... En témoigne l'hiver dernier ce non-débat sur l'islamo-gauchisme où les principaux concernés disaient non, ça n'existe pas, alors même que dans leur rang, en l'occurrence Ali Shariafi ou d'autres, ont pensé déjà l'intersectionnalité entre la gauche et l'islamisme, qui est assez logique. Derrière cette idée qui anime ces deux partis, tout sauf l'État, et que c'était l'occasion de pouvoir s'allier. Et on n'a même pas pu avoir ce débat-là, puisque l'islamo-gauchisme n'existe pas, quand bien même il est revendiqué. Donc il y a quand même ce paradoxe, cette espèce de rupture qui fait mais allez-y, lisez, et je pense que ça, c'est si on n'arrive pas à faire des ponts, si ça n'arrive pas à être assez populaire, c'est justement du fait du communautarisme, le communautarisme étant un enfermement. Donc on est totalement enfermé, chacun, et les réseaux sociaux n'ont fait qu'accentuer, chacun avec son monde, donc on ne va pas lire la littérature de ceux à côté, on pense de moins en moins contre soi-même, et donc chacun reste dans son couloir sans qu'il y ait un possible débat. C'est ça qui est un petit peu rageant, et ça c'est accentué. D'ailleurs tous les sondages et toutes les enquêtes qui sortent, c'est en gros, plus vous êtes jeune, plus vous êtes de gauche, moins vous avez conscience de l'islamisme. C'est assez simple. C'est un peu ce qu'on retrouve à peu près partout. Et on parle d'une manière presque pudique c'est générationnel. Mais ce générationnel-là, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on a quand même quelque part abandonné le savoir à l'école, qu'on est moins cultivé, qu'on a moins de références. Là, c'est amusant. Nous avons les jeunes enfants ukrainiens, des adolescents qui débarquent à l'école. Ils se retrouvent en cours de maths équivalent à ce qui se passe en Ukraine. Et leur première réaction, c'est « Oh, c'est vachement plus facile en France ».
Même le français est plus facile en France par rapport aux Français qui étudient en Ukraine. D'ailleurs, vous voyez le niveau de français qu'ont les réfugiés ukrainiens qui parlent, c'est assez surprenant. Donc à un moment, il ne faut pas s'étonner. Quand on a considéré que faire lire à des élèves de 5e Cro-Blanc de Jack London, c'était trop, et qu'on fait des extraits choisis, c'est pas étonnant qu'on se retrouve, avec une génération complètement abrutie. Je veux dire, quand ils ont l'impression que la laïcité, quand vous les interrogez, que la laïcité a été inventée pour combattre les musulmans, c'est absolument hallucinant. Là, pour rester collé à l'actualité, pour ce qui est de la guerre en Ukraine, vous voyez, là, on voit le patriarche Kirill, le patriarche orthodoxe, qui est là, main dans la main avec Poutine, dans la tête de tout le monde. C'est pour dire un truc bizarre. On se dit, bah oui, la fin de l'Union soviétique a provoqué le retour du religieux. Mais pas du tout, parce que tout le monde est persuadé que c'est les bolcheviks qui ont cassé l'Église orthodoxe. Mais c'est faux. Encore une histoire de la laïcité qui est complètement étrangère. Non, c'est Staline qui a rétabli en 1943 l'Église orthodoxe, qui a été supprimée non pas par les bolcheviks, mais par Pierre le Grand, empereur de toutes les Russies de 1682 à 1725, si je me souviens bien, pardon si je fais une erreur, et qui a supprimé l'Église orthodoxe, qui a viré le patriarche, qui l'a remplacé par une administration d'un synode qui était présidé, je vous le donne en mille, par un laïc. C'est quand même intéressant de voir non seulement la laïcité a toujours été un instrument politique pour justement maintenir le religieux, le spirituel dans l'intimité, pour éviter qu'il provoque des charniers. Ce qui vaut à peu près pour toutes les idéologies. C'est très mignon quand c'est réfléchi dans l'intime, quand c'est pensé. Il ne faut surtout pas que ça devienne un instrument de lutte. Pareil, pour prendre l'exemple de l'Iran, révolution constitutionnelle de 1905 qui crée la rupture, vraiment, les chiites préféré de toute façon rester dans le domaine spirituel, mais la révolution constitutionnelle de 1905 va créer une rupture entre le domaine politique et le domaine spirituel. À partir de là jusqu'à Khomeini, les religieux, les ayatollahs s'occupent des âmes, les rois s'occupent de politique. Et on oublie toujours, encore une fois, quelque chose de savoir simple. Le premier exil de Khomeini à Nadjaf, il a été fait à la demande du clergé chiite dont il était issu. Mais pourquoi? Parce que Khomeini venait de lire Sayed Qutb et qu'il arrive en commençant à mettre du politique dans son discours religieux. Panique à bord. Les clergés chiites n'en voulaient pas. Il demande au Shah son premier exil à Nadjaf, et s'ils l'ont rappelé, c'est parce qu'il y a eu les réformes agraires et que là, les religieux étaient touchés au portefeuille, rien de plus efficace pour réagir. Et là, finalement, ils se sont rangés, d'ailleurs comme les communistes iraniens, derrière Khomeini. Mais encore une fois, ce qui a permis de 1905 à 1977 de tenir en Iran, qui a évité effectivement d'autres révolutions, ça a été cette séparation, cette laïcité. Donc à chaque fois, c'est pareil, on bute sur l'absence de savoir, sur l'inculture. Et c'est ça, c'est ce mélange de peur, de soumission et d'inculture. Et à un moment, il ne faut pas avoir peur. Si notre ascenseur social, et on voit, quand on réfléchit au niveau du savoir, si l'ascenseur social est bloqué, c'est parce qu'on a baissé le niveau de savoir. Moi, je trouve ça surprenant. On se gargarise d'avoir 98% des élèves qui ont le bac. Pardon, mais c'est de la merde. C'est justement pas normal. Il y a une dévalorisation de soi, une démonétisation de notre propre ambition. C'est pas bon. En Iran, avoir le bac, c'est très compliqué. Dans ce pays, qui est une autocratie, une république islamique, vous avez à peine 50% des élèves qui ont le bac. Mais parmi ces 50%, vous avez des gens issus de province, vous avez des gens issus de différentes catégories sociales. Et où que vous regardez, plus le niveau est dur et plus l'ascenseur social fonctionne. Et ça nous aurait peut-être permis d'éviter d'avoir une espèce de génération totalement hors sol qui ne sait rien de rien et qui n'a aucune idée de l'histoire, de la politique, de l'articulation intellectuelle. Merci Abnous pour ce premier tour d'horizon corporatif. Djemila Benhabib, ce rapport entre le politique, le religieux et la dimension politique de l'offensive qui est menée par les communautaristes. Est-ce qu'on en a parfaitement conscience? On entend beaucoup le mot politique, Yanis Roder l'a employé, le ministre Blanquer l'a employé. Est-ce qu'on a parfaitement conscience de cette dimension politique? C'est une très bonne question. En fait, lorsque je pense au rapport qu'entretient l'Europe et l'Occident de façon générale avec l'islamisme, il y a 3 mots qui me viennent directement à l'esprit. Le premier mot, c'est dépolitisation. Le deuxième mot, c'est incohérence. Et le troisième mot, c'est manque de vision. Dépolitisation, pourquoi? Parce que l'islam politique est un phénomène, d'abord et avant tout, politique, avec une matrice idéologique. Et donc, si l'on ne comprend pas les fondamentaux de l'idéologie de l'islamisme, eh bien forcément,
on aura un malaise eh bien, à combattre cette idéologie. On aura l'impression d'être des censeurs alors qu'on a face à soi un mouvement Absolument. politique. Et donc, quand Yanis parlait des enseignants qui sont traversés donc, par un sentiment de malaise, ben, il vient de là. Il vient de deux facteurs. Non seulement on a perdu ce que c'était la République, l'idée de la République, mais en plus on ne sait pas ce qu'il y a en face de nous, c'est-à-dire l'islam politique. Deuxième chose, l'incohérence. Nous avons de tout temps, et nous continuons de le faire, au sein des élites académiques et des élites médiatiques, une forme de, disons, on découple constamment ce qui revêt de la matrice idéologique et politique et la violence. Donc pour nous, c'est comme si c'était deux droites parallèles. Or, je regrette, l'islamisme se décline en salafisme, en frères musulmans, et la conséquence de ça, le résultat de ça, ben, c'est le terrorisme. Donc vous comprenez bien que si l'on veut éradiquer le terrorisme, ben, il faut commencer peut-être par comprendre le fonctionnement de la matrice idéologique et tous les écosystèmes. Comment voulez-vous éradiquer le terrorisme si j'habite dans un quartier où l'ensemble de l'écosystème est marqué par l'empreinte de l'islamisme? Logement, association, évidemment, école, etc. Mais évidemment, lorsque je vois qu'encore aujourd'hui, tous les subsides que reçoivent les associations de quartier, qui sont marqués du fer par l'islamisme, je me demande comment est-ce qu'on va arriver bien à bout de cette idéologie. Et troisièmement, c'est l'incohérence, c'est le manque de vision. Mais évidemment, écoutez, le terrorisme n'est pas un phénomène européen. Le terrorisme est un phénomène international. Donc le terrorisme a essaimé d'abord au Moyen-Orient, d'abord en Afrique du Nord. Souvenez-vous, le cas algérien, c'était déjà dans les années 90, ou déjà dans les années 90, on assassinait des enseignants. Samuel Paty, certes, il a été assassiné il y a 2 ans, mais les enseignants algériens, ils étaient traînés de leur classe. On les égorgeait devant leurs élèves, dans la cour d'école. Ces journalistes algériens qui ont été assassinés dans les années 90 et avant les années 90, nous avons connu le cas iranien, terrifiant aussi, dans les années 80, où l'on pendait des enseignants, des poètes, des femmes, tout simplement. Et on a cette mémoire courte qui fait Et donc, forcément, si l'on n'a pas en mémoire toute cette perspective historique, eh bien, on va finir par croire que oui, la laïcité, c'est un machin contre les musulmans. Et aussi, on va finir par croire qu'il y a vraiment un clash entre l'Orient et l'Occident. Mais non, le clash, il a eu lieu dans les pays musulmans lorsque des musulmans assassinaient d'autres musulmans et lorsque des musulmans égorgeaient d'autres musulmans. Est-ce qu'on ne retrouve pas un peu de vision quand même à long terme avec des concepts comme le séparatisme, avec les dernières réflexions, les dernières mesures politiques qui ont été prises, ici ou ailleurs d'ailleurs? Alors oui, évidemment, le discours du Muro, mais je l'attendais, enfin, j'ai pas envie de vous dire de piquant, parce que bon, voilà. Donc c'est trop tard? Non, c'est jamais trop tard, évidemment, mais non, c'est jamais trop tard. Mais je veux dire, il est temps. Il est temps de se réveiller, il est temps de prendre à bras-le-corps le problème dans toutes ses dimensions. Et surtout, ne jamais oublier aussi et surtout la dimension internationale. Parce qu'on a bien vu, on a interdit le CCIF en France. Mais vous savez, il s'est reconstitué quelques semaines plus tard en Belgique, à Bruxelles, c'est-à-dire à 1h15 de TGV. Et donc, finalement, si on fait un peu le ménage ici et que nos plus proches voisins, je ne vous parle même pas des voisins éloignés, que nos plus proches voisins deviennent les bases arrières de l'islamisme, ça sert à quoi finalement? Et donc, vous voyez la complexité du phénomène que nous avons à traiter, d'où évidemment la nécessité d'établir des partenariats. Moi, je me souviens que lorsque Samuel Paty a été assassiné, en tout cas là où je travaille, au Centre d'action laïque. Écoutez, j'y travaillais depuis 2 ans seulement, et j'ai vu vraiment une onde de choc traverser cette énorme bâtisse. Nous étions tétanisés. Et donc oui, il y a eu un réveil, mais encore faut-il le maintenir, ce réveil, parce que bon, vous savez, on a tendance à l'endormissement très rapidement, donc il faut travailler dans le temps. Et l'islamisme est une idéologie
étapiste qui paralyse des secteurs névralgiques de la société, donc l'école, le quartier, la condition des femmes, la liberté d'expression. Vous avez vu à quel point aujourd'hui la liberté d'expression est devenue un enjeu central, parce que non seulement l'islamisme assassine, mais en plus, on n'a pas le droit de dire qu'il assassine. Et donc, disons, libérer cette parole est pour ma part absolument essentiel. Merci beaucoup. Donc il y a la pédagogie par les textes, il y a la pédagogie par les études, il y a la pédagogie par les discours politiques, puis il y a la pédagogie par les faits. Richard Malka, est-ce que les tragédies qui ont frappé ces dernières années et leur traduction dans la justice, c'est-à-dire des procès qui permettent d'établir la vérité des faits et de poser un niveau de réflexion, est-ce que finalement ce n'a pas été ce qui a été tragiquement le plus utile dans cette défense de la laïcité, de l'héritage républicain? On s'en serait passé, hein, bien sûr. Non, c'est une question qui est pertinente. Comme l'a dit Jean-Michel Blanquer, je n'ai pas eu l'impression que 2015 ait beaucoup arrangé les choses. Moi, je n'avais aucun espoir, y compris après la grande manifestation, pour que les choses s'améliorent. Au contraire, la peur est rentrée dans les esprits. Alors, il y a une réaction d'émotion, mais l'émotion ne résout rien. Et c'est la raison. C'est le combat qui résout les choses, pas l'émotion. Et par ailleurs, ce genre d'attentats rendent le combat encore plus difficile, paradoxalement. Parce que ceux qui ont eu tort et qui nous disaient que tout ça n'existe pas ont besoin de décupler leur agressivité et pour nier le réel. Et ça devient encore plus difficile. Et après 2015, il y a eu des années compliquées pour les gens qui défendaient le droit au blasphème, la laïcité, la liberté d'expression. Il y a eu un changement, en tout cas moi je l'ai senti, effectivement, il y a eu un tournant, c'était il y a 1 an et demi, il n'y a pas très longtemps, au moment du procès Charlie Hebdo, dans lequel s'inscrit l'assassinat de Samuel Paty. Là j'ai senti qu'il y avait une prise de conscience, que c'était trop. Que là, il y a eu un réveil de la population en disant c'est pas possible. Là, on est tous concernés. La bataille intellectuelle, elle est gagnée, oui. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas tant le monde politique qui pose problème, parce que le monde politique est assez suiviste. Bon, bah, on sait que chez les filles, ils sont pas avec nous, que chez les Verts, c'est très compliqué aussi. Mais enfin, il y a aussi le reste de l'arc politique. Dans le monde médiatique, je m'en suis beaucoup plaint, mais enfin, ça a bougé aussi. Il y a une prise de conscience. Il y a des médias. Il n'y a pas que Mediapart, Télérama et Libération. Il y en a quand même beaucoup d'autres. Il y a une pluralité. On peut s'exprimer. On est invité plus qu'il y a quelques années. Par contre, il y a des mondes qui sont, alors là, complètement perdus. Et je pense en particulier à l'université, où là, c'est plus possible. Alors, ça ne veut pas dire que tous les professeurs sont perdus, mais la plupart n'osent pas parler. Et il y a une semaine, on était à Toulouse avec Bernard Rogier, il nous disait qu'on ne pouvait plus faire de thèse sur des sujets délicats, comme le djihadisme, parce qu'après, on n'avait pas d'emploi, de subvention. Donc il y a des mondes qui sont très compliqués, avec une espèce de terreur intellectuelle qui est exercée par certains, avec un problème dans le monde syndical aussi bien professoral que étudiant, et avec des professeurs et des étudiants qui sont terrorisés. Il y a quelques écoles, on a beaucoup parlé de Sciences Po Grenoble, mais enfin on peut dire ça de tous les Sciences Po à peu près, où oui, la laïcité pour eux c'est l'ennemi. Alors, cette singularité française qu'est la laïcité, parce que c'est une singularité, effectivement ça a existé dans 3 pays au monde, la France, la Suisse et la Turquie, plus que 2 aujourd'hui. Cette singularité française, elle est prise en étau, elle est prise entre 2 feux. Il y a le feu du retour du religieux que nous avons vu arriver avec l'islam. On pourrait même... Enfin, ça va au-delà de l'islamisme pour le coup. L'islam lui-même a une difficulté, mais comme le christianisme, comme toutes les religions, culturelle avec la laïcité. C'est pas dans son code ADN. Ça a été difficile pour le christianisme de s'acclimater à la laïcité. Et alors l'islamisme, c'est-à-dire l'islam politique, encore davantage avec ces armes de destruction massive de la démocratie et de la République que sont l'idéologie victimaire et la culpabilisation permanente. Donc on a un retour du fait religieux, et qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que c'est très intéressant. Premier
gros événement, c'est 1989, le voile à Creil. On a mis 15 ans. Comment la République fait face à ça? La République avait oublié toutes ces questions-là. On avait complètement oublié de transmettre ses valeurs, de former les professeurs. C'était acquis. Donc on s'en préoccupait plus. On a mis 15 ans pour arriver à la loi de 2004. Chaque jour perdu était un drame, donnant de l'oxygène aux islamistes qui se disaient « Ah ben on peut avancer nos pieds, en fait c'est facile. Il y a deux écolières qui mettent un voile et il faut 15 ans à la République pour y répondre. » Ça, c'est sur le voile, mais on peut généraliser. 30 ans pour commencer à former des professeurs. C'est depuis 2 ou 3 ans. Hein, parce qu'avant, il n'y avait rien sur l'apprentissage de la laïcité, même pas seulement aux élèves, mais aux professeurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans Samuel Paty? Qu'en fait, chaque prof faisait comme il pouvait avec les moyens du bord. Donc Samuel Paty s'est dit, bah, je vais faire comme ça. À mon avis, il a bien fait. Il se dit, si je gagne sur les caricatures de Charlie Hebdo, si j'arrive à faire comprendre, alors c'est gagné. Mais au moindre problème, comme il n'y a rien de normalisé, bah, toute la chaîne lui tombait sur le prof, avec cette fameuse culture du pas de vaguisme. Et le prof était systématiquement désavoué, avec à nouveau un problème d'infiltration dans les syndicats de parents d'élèves, dans les fédérations de parents d'élèves, dans les syndicats de professeurs. Et c'était toujours le prof qui était écarté. Donc d'un côté, on a la première mandibule de la mâchoire, qui est le retour du religieux, auquel la République n'a pas su faire face pendant 30 ans. Et vraiment, ce n'est que depuis 2-3 ans qu'on commence à avoir des outils et à réfléchir. Et puis de l'autre côté, vous avez, le titre est bien trouvé, vous avez l'idéologie anglo-saxonne, c'est-à-dire le communautarisme. Et là, on est face à un monde qui ne nous comprend pas, qui ne comprend pas ce qu'est la laïcité. Et qui nous propose un modèle alternatif. Et oui, et qui nous dit vous êtes des racistes, parce que vous êtes laïcs et qu'effectivement c'est une arme contre l'islam. Mais il faut s'arrêter à ça. On ne peut pas le balayer d'un revers de la main parce que, au fond, ce sont des sociétés démocratiques. Hein, les sociétés communautaristes, c'est des États de droit. Après tout, pourquoi ne se dirait-on pas, mais en fait c'est vrai, objectivement, il y a moins de problèmes identitaires chez eux. Le sujet identitaire est beaucoup moins présent que chez nous. Il fait beaucoup moins de polémiques. Mais c'est au prix de quoi? Simplement, il faut voir le prix. Le prix, c'est l'indifférence des uns à l'égard des autres. C'est-à-dire, chacun vit chez soi, dans sa communauté, les blancs avec les blancs, les hispaniques avec les hispaniques, les noirs avec les noirs, les juifs avec les juifs, les musulmans. Et puis, rien à foutre de ce que font les autres dans leur communauté. Ils peuvent être bigames, excisés, c'est pas leur problème. De toute façon, il y a infiniment moins d'échanges que chez nous. C'est pas notre modèle. Nous, on veut vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, en fait, la laïcité est la réponse à ces deux problèmes. Elle est là, à ces deux mandibules de la mâchoire. Au retour du religieux, parce que la laïcité, c'est d'abord la supériorité des lois républicaines par rapport aux lois religieuses, et au communautarisme, parce que la laïcité, c'est comment on fait pour vivre ensemble. On neutralise l'espace public, parce que sinon, c'est les guerres de religion. Nous, on l'a oublié, parce que pour l'instant, dans ces sociétés anglo-saxonnes, on vit côte à côte. Mais est-ce qu'à un moment, on ne vivra pas face à face ce qui est en train de se produire quand même de plus en plus, en particulier aux États-Unis, qui est une société complètement déchirée, où on ne veut plus vivre les uns avec les autres. Et encore, eux ont-ils le drapeau américain, la superpuissance? Au moins, il y a cette fierté d'appartenir à ça, ce qui réunit les gens, au-delà de leurs différences. Nous, on n'a pas ça. Donc si on n'a pas les valeurs républicaines et la laïcité, alors oui, on est dans le séparatisme. Un dernier mot, parce que moi aussi, j'ai apprécié le discours des Mureaux, et Jean-Michel Blanquer a raison sur l'importance de la sémantique. Sauf que la loi sur le séparatisme, c'était courageux, c'est plus la loi sur le séparatisme. Donc là aussi, la République, elle essaie, mais elle recule. Et finalement, ça ne s'appelle pas loi sur le séparatisme. Mais avec les principes républicains, elle surmonte, elle chapeaute. Non, mais c'est très bien. Ce qui a été fait est très bien. Mais simplement, et j'en finirai par là, tout ça pour vous dire que cette laïcité dont on a oublié, nous, les vertus, mais il y a des endroits dans le monde où on se rappelle à quel point c'est utile. Et dans ces endroits dans le monde, il y a Raqqa, l'ancien fief de Daesh, dont la mère s'est fait élire, la mère kurde s'est fait élire sur un problème laïque. Parce qu'eux, ils savent que c'est le seul moyen, eux, ils s'en rappellent que c'est le seul moyen
pour vivre ensemble, pour vivre ensemble et pour mettre fin aux guerres de religion. La laïcité, l'humanisme, l'universalisme, les libertés, ce sont des combats. C'est ça qu'on a oublié. Ce sont des combats. Et ce qui se passe actuellement dans le monde nous rappelle que ces valeurs-là, elles ne sont pas acquises de toute éternité. C'est ce que nous disait déjà Thomas Mann il y a très longtemps. L'humanisme doit rester un combat viril, disait-il. Parce que sinon, on va le perdre. On va perdre toutes ces valeurs-là. Et on a oublié de transmettre ces valeurs, on a oublié de les enseigner, on a oublié de former les professeurs. On a effectivement pris 30 ans de retard. Et donc, il y a beaucoup à faire. C'est absolument pas perdu. Jean-Michel Blanquer a raison sur la nécessité de rester optimiste. Et peut-être que nous l'oublions. En tout cas, je me fais ce reproche à moi-même. Mais il faut le mener, le combat. Il faut mener le combat. Il faut rester optimiste. Il y a des territoires perdus, mais qui ne sont pas que des territoires géographiques, qui sont aussi des territoires comme l'université. Et n'oublions pas que ces valeurs-là ne sont pas acquises de toute éternité. Merci beaucoup. Justement, Yanis, je voudrais vous entendre réagir sur deux choses. Le problème spécifique des universités, mais avant, les chiffres de l'IFOP, sondage auprès des jeunes, 52% des lycéens soutiennent le port de signes religieux dans les lycées. 57% le port de tenues religieuses chez les parents accompagnateurs et 49% sont favorables à des tenues religieuses autorisées pour les agents du service public. Donc sur cette génération de lycéens, il y a du chemin à récupérer. Hein. Oui, et si je me permets de compléter, Christophe, avec le sondage qui a été fait pour aujourd'hui, je crois, où 32% des jeunes, mais Jérôme Fourquet en parlera tout à l'heure, 32% des jeunes sont favorables à un modèle anglo-saxon. Donc on voit bien la concomitance des choses. Moi, ce que je crois, et pour reprendre à la fois ce qu'a dit Abnous, mais à la fois également ce qu'a dit Richard, c'est qu'on a un problème de formation en réalité. Et quand vous parlez, moi j'enseigne tous les jours à des jeunes en Seine-Saint-Denis depuis, je ne devrais pas le dire, 22 ans. Ça fait 22 ans que je vois en face de moi des élèves qui rencontrent des difficultés scolaires, et je rejoins complètement ce qu'a dit Abnous tout à l'heure, et qui ont du mal à comprendre les concepts, qui ont du mal à saisir ce que signifie réellement laïcité, et surtout, à qui l'école ne donne pas le temps de penser. Nous avons des programmes scolaires qui sont absolument infaisables en l'état, au regard de ce que sont nos élèves aujourd'hui. Et donc, nous courons après le temps. Et aujourd'hui, l'impératif devrait être, je dois apprendre à mes élèves à penser, à construire une pensée logique et structurée. Non, l'impératif aujourd'hui, c'est que je dois finir mon programme. Peu importe finalement ce que font, ce que pensent et ce que disent les élèves, je m'en fous, je dois finir mon programme. Alors, le ministre est parti, mais il le sait, je lui ai dit 25 fois. On a un vrai problème avec ça. Nous ne prenons pas le temps de faire penser les élèves. On peut monter le niveau en allégeant le programme et en les laissant penser par... Mais moi, j'en suis convaincu. Vous savez, moi, je suis agrégé d'histoire. Je ne devrais pas le dire non plus. J'ai plein de trous en histoire. Il y a plein de trucs que je ne connais pas du tout. Alors, je ne la ramène pas dessus, évidemment, mais je la ramène plutôt sur ce que je connais. Mais il y a plein de choses que je ne connais pas. Et après, est-ce que ça m'empêche de penser? Non. En revanche, ne pas prendre le temps de penser sur des phénomènes historiques, les événements, sur les processus, parce que je parle d'histoire, là, en l'occurrence, là, oui, ça pose problème. Être un singe savant qui sait accumuler et qui sait réciter bêtement des dates sans leur donner du sens, et sans donner du sens aux événements, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, il faut que nous prenions le temps de faire penser nos élèves. Faire penser nos élèves, c'est réellement chronophage. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai des élèves qui ont 15 ans. Je les fais écrire. Écrire 20 lignes, ça prend 50 minutes. 50 minutes. Je relis avec eux, je dis ça va, ça va pas, ça va pas, tu réécris. Réécrire, ça prend 30 minutes. Il me faut 1h30 pour qu'ils aient produit quelque chose de 20 lignes. Et on me demande de traiter le nazisme en 2 heures. Je fais quoi? L'université, un mot quand même. Oui, l'université. Alors bon, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Richard Malka. Moi, je suis frappé par la polémique là, dont a parlé Abnous. En fait, ce sont un peu les mêmes, si vous voulez. C'est-à-dire,
C'est-à-dire, vous avez ceux qui vous disent aujourd'hui que l'islamo-gauchisme n'existait pas, mais ce sont un peu les mêmes qui, il y a 50 ans, vous disaient que le goulag n'existait pas. Vous voyez, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, mais non, le goulag, ça n'existe pas, voyons. Enfin, tout ça, ce sont des inventions impérialistes de ces Américains qui cherchent à discréditer le bonheur, le paradis soviétique. Bah, c'est un peu pareil, là. On a l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas. Vous en avez des démonstrations tous les jours que, effectivement, vous avez une accointance entre l'islamisme et des militants d'extrême gauche. Je vais prendre un exemple. Alors, ce n'est pas le supérieur, c'est le secondaire. Il y a un syndicat, syndicat Sud 93, qui a organisé une journée de formation pour ses militants et adhérents dans le 93, en Seine-Saint-Denis, avec un intitulé d'atelier « La loi de 2004, une loi raciste et sexiste ». Il n'y a pas de point d'interrogation. Hein. Donc ça pose une question. Donc du coup, on a été quand même interrogé le syndicat national Sud qui a dit non, nous on n'est pas contre la loi de 2004. Mais le syndicat Sud 93 vous le dit très clairement. La loi de 2004, c'est une loi raciste et sexiste. Est-ce qu'il n'y a pas là de l'islamo-gauchisme? Non, mais il est clairement là. Djamila, en Belgique, c'est le modèle communautariste anglo-saxon qui crée la situation que vous dépeignez. C'est un produit purement belge. C'est la réaction par rapport aux voisins français. J'ai envie de dire c'est un peu tout ça en même temps. Enfin, la Belgique est un pays très complexe du point de vue institutionnel, avec différents parlements. Division linguistique. Oui, avec crise nationale. Évidemment une fracture linguistique importante, une fracture régionale, mais aussi idéologique et politique, et évidemment une progression du communautarisme. Aujourd'hui, l'enjeu principal en Belgique, c'est de maintenir la neutralité, par exemple, parce que nous sommes en train de perdre la neutralité, c'est-à-dire bêtement la neutralité dans l'enseignement officiel et la neutralité dans l'administration publique et communale, c'est-à-dire cette histoire d'interdiction du port des signes convictionnels pour les fonctionnaires. Donc nous sommes en train de perdre ce fondamental démocratique. Et la raison pour laquelle on est en train de la perdre, de perdre en fait cette pierre d'achoppement, oui, cette valeur centrale. C'est la montée, c'est véritablement la montée du communautarisme, mais surtout c'est tout le travail en amont politique d'entrisme au sein des parlements. Donc nous avons aujourd'hui des parlements belges qui sont travaillés, qui sont traversés. Nous avons des députés qui sont des militants frères musulmans que nous connaissons. Et donc, forcément, ça rend le travail très compliqué. Nous avons aussi donc, constamment ce phénomène accusatoire. Donc, lorsqu'on défend la neutralité, lorsqu'on défend la laïcité, lorsqu'on défend l'égalité, nous sommes catalogués de racistes. Et donc, ça rend les choses compliquées parce que les Belges étant par définition consensuels, étant par définition des gens de compromis, donc ils se laissent marcher sur les pieds assez facilement. Mais je pense que ce qui rend aussi difficile ce combat pour la laïcité, c'est que la laïcité, c'est un droit qui, en fait, ça assure des droits individuels, mais ça assure aussi des droits collectifs. La laïcité, c'est surtout un projet collectif. Or, nous sommes dans des sociétés qui ont perdu le sens du collectif. Donc, le projet collectif s'est perdu. Donc, nous sommes des sociétés de plus en plus individualistes, fragmentées et sans boussole. Alors, comment voulez-vous faire avancer un tel idéal, un tel projet qui doit nous réunir, un tel projet qui n'est pas partisan, qui doit réunir l'ensemble aujourd'hui des partenaires politiques. Donc, c'est compliqué. Richard Malka, on a l'impression quand même parfois que le fait démocratique, élire des députés, on le voit aussi dans des conseils municipaux en Belgique, joue contre nous, joue contre ces valeurs. Oui, si la démocratie c'est ne pas se munir d'armes pour se battre contre les antidémocrates, alors oui, là on a un problème, et moi je ne crois pas que ce soit ça. Ceci étant dit, je me méfie un petit peu de ces sondages qui sont faits sur des jeunes personnes. Honnêtement,
on serait venu me voir il y a 30 ans, quand j'étais au collège ou au lycée, pour me demander ce que je pense de la laïcité, je dis, mais je ne savais même pas ce que c'était. C'est pas de leur âge. Mais c'est intéressant. Non, je ne savais pas ce que c'était à 16 ans. Je ne savais pas ce qu'était la laïcité. Je n'avais pas réfléchi à ce qu'était la laïcité, la liberté d'expression. C'est un excès de tolérance. Ces valeurs-là. On est jeune, donc on est tolérant. Mais non, c'est pas ça. Mais non, simplement, c'est pas de leur âge. Le problème, c'est que ça ne devrait pas être de leur âge. Et que comme dans d'autres matières, l'écologie, en fait, on s'est défaussé de nos responsabilités d'adultes, des décisions que l'on devait prendre sur des jeunes qui ne devraient pas avoir à s'occuper de ces questions-là. Alors attendez, non mais simplement, ceci dit, il y a un espoir, parce que le fait religieux s'est invité, nous n'avons pas pris nos responsabilités, donc maintenant, effectivement, ces problèmes-là traversent les collèges et les lycées. Mais quand on va leur parler, et moi je le fais pas assez parce que j'ai pas le temps, mais tu le fais et nous le faisons tous. En fait, on y arrive. En 1 heure, en 1 heure et demie, si on a les mots qu'il faut, si on a l'historique qu'il faut, on arrive à leur dire qu'en fait, la laïcité, c'est simple, c'est la liberté. C'est ce qui leur permet d'être libres. Donc formons les formateurs pour que ces jeunes soient formés. Abnous, quand même une réserve là-dessus? Non, mais avec on va devoir terminer parce qu'on arrive au bout, juste une précision, je pense que c'est très compliqué pour les profs qui sont en poste de le faire, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils restent sur place, et je me demande s'il ne faudrait pas un corps un peu extérieur pour faire le tour de ces lycées et des collèges, au moins en soutien aux profs qui peuvent avoir plus de difficultés. Il vous reste 5 minutes pour conclure. Oui, ça va être très vite. La première chose pour revenir sur les élèves, c'est qu'à l'époque, il y a 30 ans, ce n'était pas un enjeu. C'était là. Aujourd'hui, ça l'est. Et c'est vrai, quand je me déplace dans les lycées, je me retrouve avec des gosses de 16 ans qui ont à peine leurs dents qui ont poussé et qui me tiennent en m'expliquant à moi ce que c'est que le voile. C'est délirant. Mais ce fait, c'est pas la question, c'est très bien. Moi, quand j'avais cet âge-là, je tenais tête à mes profs, mais tout en sachant par provocation, c'est sain. C'est sain de faire ça. Là, ça s'est systématisé, parce que ça tombe bien, on va finir. C'est aussi le wokisme, la console qui joue là-dessus, en détruisant la déconstruction de toute forme d'autorité. Le prof arrive, donne du savoir, en face, l'autre lui dit « Toi, tu as le savoir, moi, j'ai le vécu, je t'emmerde ». Il y a un peu de ça aussi. C'est ça aussi qui a changé. Tout d'un coup, ça leur donne un but aussi. Le fait de défendre les opprimés. Quand tu as 16 ans, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller défendre l'opprimé. Comme on présente systématiquement tout musulman, je dis bien tout musulman, même pas islamiste, comme opprimé, on va aller expliquer qu'un Saoudien est aussi musulman qu'effectivement un Tunisien qui vit dans des à dans des quartiers extrêmement populaires sans avoir accès à l'éducation. Ça ne veut rien dire les musulmans, c'est absolument un non-sens. Donc il y a une facilité de langage. Donc c'est ça la destruction et la hiérarchie. Mais bien sûr qu'en leur parlant pendant des heures, en les collant, mais limite contre le mur, à leur répéter, à leur donner, il y en a qui commencent, qui comprennent que c'est leur liberté, leur choix pour plus tard. Et effectivement, il faut leur ressortir l'exemple américain. Aujourd'hui, on se retrouve avec cette discrimination positive qui se retourne contre lui-même, avec par exemple les communautés asiatiques qui sont pas plus riches que les autres, qui sont même d'un point de vue social et économique quand ils sont des nouveaux arrivants, mais qui ont une mentalité, comme en France aujourd'hui, ce sont les enfants d'asiatiques, de populations asiatiques qui réussissent, d'ailleurs particulièrement les filles, même que les Français dits de souche. C'est que c'est une mentalité qui joue, et on voit qu'eux sont discriminés à l'entrée dans les grandes universités parce qu'ils sont trop bons, ce qui est complètement absurde. Tout ça est en train de se retourner aussi, et c'est marrant, c'est qu'on a l'exemple américain, on voit, c'est comme certains candidats qui disent Guantanamo n'a pas marché aux États-Unis, tiens, si on le faisait ici. J'adore. On a l'exemple de la discrimination positive. Ça n'a pas marché. On va peut-être éviter de l'appliquer ici. Un mot, on a ce modèle américain, ce communautarisme. Un mot, Yanis, de l'islamo-gauchisme. Presque en tant que fondation Jean Jaurès. On voit bien la ruse de faire passer le musulman de banlieue opprimé comme le nouveau prolétariat qui va faire la révolution. Donc on est complaisant avec l'islamisme en espérant la révolution. Le vert est le chemin vers le rouge. Est-ce qu'on est au début du déclin, cet islamo-gauchisme, compte tenu des circonstances électorales, de l'arrivée à terme d'une aventure politique avec la dernière candidature de Mélenchon? On a vécu le pire? Je ne suis pas convaincu, je ne suis pas sûr qu'on ait vécu le pire. Je ne suis pas sûr non plus qu'il progresse énormément en réalité. Le problème, et je rejoins ce que disait Richard Malka tout à l'heure, c'est ce qui se passe à l'université. Or, à l'université, on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle est en partie, pas totalement, mais en partie gagnée par cette idéologie, par cette manière de penser le monde, et que
beaucoup d'étudiants soit se taisent, soit suivent le mouvement. Et ces étudiants, vous savez, on va les retrouver dans les INSPE, les instituts nationaux, les écoles de profs. Et ça va devenir des profs. Donc, je me demande, moi, alors Jean-Michel Blanquer a fait en sorte qu'il y ait maintenant une épreuve sur les valeurs de la République au concours d'entrée dans le corps professoral, quel que soit le corps d'ailleurs, mais on va retrouver bientôt, et on le voit déjà, des étudiants, des jeunes enseignants qui sont marqués par cette manière de penser le monde. Donc je dirais qu'il est possible que ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme ait quelques belles années encore devant lui. Pardon de ne pas pouvoir prolonger les débats, parce que c'était passionnant, mais on a redonné quelques minutes au suivant. Merci beaucoup à vous quatre, et puis donc le débat continue. Merci.